Autrefois, elle volait en jet privé, partageait son temps entre Los Angeles et Saint-Barth et portait du Dior comme d'autres portent du denim. Laetitia Hallyday incarnait le luxe discret et sans effort. Mais en 2025, ce monde s'est effondré. La villa du Pacific Palisades? Brûlée. Le domaine légendaire de Johnny en France? Vendu pour une fraction de sa valeur. Même les voitures de collection et les guitares n'ont pas échappé aux dettes. Aujourd'hui, Laetitia vit dans une maison louée près de Venice Beach, jonglant entre la maternité, des millions d'euros d'arriérés fiscaux et une nouvelle vie aux côtés d'un homme d'affaires français sur la côte atlantique. Et pourtant, elle n'a rien perdu de sa prestance. Elle conduit toujours une Tesla, s'habille encore en Isabelle Marant, et sait mieux que quiconque transformer un revers en déclaration. Mais à quoi ressemble le luxe après la perte? Et que reste-t-il réellement de l'empire Hallyday? En 2025, la fortune de Laetitia Hallyday est estimée à environ 100 millions d'euros, mais ce chiffre ne raconte qu'une partie de l'histoire. Son patrimoine n'est pas un coffre rempli d'argent liquide. C'est un réseau complexe de droits d'auteur, de redevances et d'actifs résiduels issus du legs le plus lucratif du rock français. Près de 80 millions d'euros demeurent directement liés à la propriété intellectuelle de Johnny, son catalogue musical, ses droits à l'image, ses contrats d'enregistrement et ses accords de merchandising. Lorsque Johnny s'est éteint en décembre 2017, il a laissé bien plus que la gloire. Il a laissé un empire musical. Son dernier album studio, Mon pays c'est l'amour, s'est écoulé à plus d'1,5 million d'exemplaires en quelques semaines, battant tous les records de vente en France. Il a généré près de 12 millions d'euros de recettes et ravivé instantanément la marque Hallyday à travers le monde. Chaque réédition, documentaire ou concert live publié depuis de Johnny Hallyday, Bercy 2003 à Le Paradis Blanc, a continué d'alimenter le trésor, garantissant que sa voix demeure à la fois immortelle et rentable. Mais à mesure que l'argent affluait, les conflits ont éclaté. En 2018, on a découvert que Johnny avait rédigé un testament controversé en Californie, léguant l'intégralité de sa fortune à Laetitia et à leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy, écartant ainsi ses enfants biologiques, Laura Smith et David Hallyday. Le scandale a secoué la France. Les journaux l'ont baptisé le testament de la discorde. C'était l'une des batailles d'héritage les plus médiatisées de l'histoire moderne. Laura et David ont contesté le testament à Paris, arguant que la loi française, qui interdit de déshériter ses enfants, devait prévaloir sur la clause californienne de liberté de disposition. Pendant plus de 2 ans, leurs avocats se sont affrontés entre Paris et Los Angeles. Les tabloïds ont tout suivi, chaque audience, chaque larme, chaque sous-entendu. Paris Match décrira l'affaire comme un drame shakespearien sur fond de rock'n'roll. Pendant ce temps, les royalties continuaient de tomber. En 2018 seulement, Laetitia aurait perçu 4,4 millions d'euros de droits provenant de Warner Music France, Universal Music Group et Sony Music. Ce chiffre a encore augmenté au fil des années, à mesure que les albums posthumes et coffrets commémoratifs de Johnny dominaient les ventes entre 2019 et 2021. Les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music ont présenté son œuvre à de nouvelles générations, générant un revenu annuel estimé entre 3 et 4 millions d'euros. Mais cette fortune restait enchevêtrée dans des audits et litiges territoriaux entre la succession française et le trust américain gérant les propriétés de Los Angeles. Pendant des années, Laetitia a dû naviguer entre 2 juridictions, chacune exigeant ses propres impôts et procédures successorales. Ce n'est qu'en 2022 qu'elle a pu consolider légalement le contrôle de l'ensemble, au terme de mois de démarches judiciaires, de transferts notariés et de médiation financière entre les États-Unis et la France. Le règlement final est intervenu en juillet 2021. David Hallyday a officiellement renoncé à toute réclamation, déclarant publiquement « Je veux la paix ».
Laura Smet a accepté un accord unique estimé à 2,5 millions d'euros, ainsi que des souvenirs personnels. Une photo de Johnny avec sa première guitare, un carnet de paroles manuscrites et une veste en cuir de l'époque retient la nuit. Le conflit s'est éteint, mais la blessure est restée. Car derrière les millions se cachait une vérité plus sombre. Laetitia n'avait pas hérité d'une fortune pure, mais aussi de dettes fiscales considérables, réparties entre la France et les États-Unis, environ 30 millions d'euros. Des années de dépenses somptuaires, d'impôts impayés et de structures financières bancales avaient creusé un gouffre. Le fisc français a exigé des paiements immédiats, tandis que les autorités américaines ont lancé leurs propres enquêtes sur les transferts internationaux du trust. Ce qui semblait, de l'extérieur, être un héritage de rêve pour une veuve de rocker s'est révélé, en réalité, un marathon d'experts comptables, d'avocats et d'épuisement émotionnel. « Je n'ai pas seulement hérité de ces chansons », confia-t-elle un jour. « J'ai hérité de ces batailles. » À la mi-2025, le fardeau financier de Laetitia Hallyday demeure immense, 7,7 millions d'euros dus au fisc français. C'est bien moins que les 30 millions initialement réclamés, mais cette réduction a eu un prix. En 2023, elle avait tenté de négocier un accord. Un versement immédiat de 1,9 million d'euros en échange d'un effacement partiel de la dette. Son équipe juridique espérait que ces années de coopération, la vente d'actifs et sa transparence publique joueraient en sa faveur. Mais le fisc est resté inflexible. Offre refusée. L'administration a néanmoins consenti à annuler 3,2 millions d'euros de pénalités, évoquant des circonstances personnelles exceptionnelles et les importants sacrifices financiers déjà consentis. Malgré cela, les 7,7 millions restants planent toujours au-dessus d'elle, avec des intérêts croissants et des échéances qui se resserrent. Pour y faire face, Laetitia a liquidé presque tout ce qui symbolisait autrefois l'empire Hallyday. Le premier coup au cœur fut la villa du Pacific Palisades, achetée et rénovée avec Johnny en 2009 pour environ 14 millions d'euros. Ce refuge ensoleillé avait abrité leurs derniers instants heureux pendant la maladie du chanteur, des dîners en famille, des rires, des adieux. Elle l'a vendu en 2020, moins de 2 ans après sa mort, à un prix largement inférieur à sa valeur. Puis ce fut au tour du manoir de Marnès-la-Coquette, surnommé Savannah, le lieu même où Johnny Hallyday a rendu son dernier souffle en décembre 2017. Avec son allée majestueuse, son studio d'enregistrement et ses pièces encore imprégnées de sa présence, Laetitia avait juré de ne jamais s'en séparer. Mais le temps et les dettes ont brisé ce serment. En 2025, la demeure, autrefois estimée à 35 millions d'euros, a été cédée pour seulement 8 millions, une perte colossale, financière, autant qu'émotive. Ces sacrifices ne se sont pas arrêtés là. Elle s'est séparée de la Maserati de Johnny, de plusieurs voitures américaines de collection et de ses Harley-Davidson personnalisées, autant de souvenirs emblématiques de sa vie. Les fans furent bouleversés en découvrant que certaines annonces immobilières incluaient des objets personnels, guitares, vestes en cuir, bottes de scène, proposées dans des lots de collection pour séduire les acheteurs fortunés. Le geste a divisé. Pour certains, c'était une profanation, pour d'autres, un acte de survie. Comme l'écrivait Paris Match dans un portrait de 2025, Laetitia ne vend pas des souvenirs. Elle achète du temps. Son train de vie personnel s'est lui aussi considérablement réduit. Fini les jets privés, les dîners étoilés et les garde-robes Dior à chaque saison. D'après Closer, à la fin de 2024, Laetitia voyage désormais en classe économique et a fortement restreint ses dépenses. Elle décline même certaines invitations à des événements mondains ou à des restaurants de luxe avec ses filles, Jade et Joy, évoquant des raisons budgétaires, mais aussi le désir d'éviter la mise en scène de la richesse. Mais rien ne l'avait préparée à ce qui allait suivre. Le 9 janvier 2025, un immense incendie ravage le quartier du Pacific Palisades à Los Angeles.
Sa villa nouvellement achetée en 2022, symbole d'un nouveau départ après des années de deuil et de procès, est entièrement détruite. Le feu s'est propagé à une vitesse fulgurante. Lorsque la famille fut évacuée, il était déjà trop tard. Dans un message poignant publié sur Instagram, Laetitia écrivit « C'est comme perdre une partie de mon âme. Il ne reste que des cendres et des souvenirs. » La perte dépassait largement la valeur matérielle. À l'intérieur se trouvaient des enregistrements inédits de Johnny, des photos jamais publiées, des paroles manuscrites, des trophées destinés à une future exposition hommage. Ses journaux intimes, des décennies d'albums de famille et des vidéos précieuses de l'enfance de ses filles ont disparu. Même son Audi Q7, garé dans le garage, a brûlé. Pire encore, la maison était sous-assurée, une situation fréquente en Californie où les primes d'assurance ont explosé. Sa police ne couvrait pas la totalité des coûts de reconstruction, et une plainte contre la ville pour négligence présumée est toujours en cours. Le choc émotionnel est incommensurable, et les conséquences financières retardent encore la possibilité d'apurer sa dette fiscale. Dans les cercles privés, on dit que l'incendie l'a changée. Elle est plus silencieuse, plus introspective, confie un proche à Gala. Elle a perdu son passé 2 fois, la première quand Johnny est mort, la seconde quand la maison est partie en fumée. Aujourd'hui, Laetitia Hallyday vit entre 2 mondes, ni vraiment ancrée à Los Angeles, ni pleinement revenue en France. Après l'incendie dévastateur de janvier 2025, elle s'est installée temporairement chez une amie à Malibu, préférant le calme à l'agitation médiatique. Pendant plusieurs semaines, elle est restée discrète. Pas de tapis rouge, pas de publications Instagram, seulement de longues promenades sur la plage et des moments de recueillement face à ce qui ressemblait à la perte d'un second foyer. Peu à peu, elle a trouvé refuge dans une maison meublée près de Venice Beach, une demeure moderne et minimaliste à quelques rues de l'océan. Modeste selon ses anciens standards, murs blanchis à la chaux, rideaux en lin, cuisine ouverte, mais apaisante, familière. Une étape temporaire pour se reconstruire, pendant que ses filles, Jade et Joy, stabilisent à leur tour leurs vies en Californie. Jade, aujourd'hui âgée de 20 ans, est inscrite à l'Otis College of Art and Design, où elle étudie la communication visuelle avec une spécialisation en mode et illustration. Comme sa mère, elle possède un sens aigu de l'esthétique et participe déjà à des collections capsules menées par des étudiants. Joy, 16 ans, termine sa dernière année dans un lycée bilingue de Brentwood. Très présente sur les réseaux sociaux, elle y partage des instantanés de sa vie quotidienne et de son style vestimentaire. Les 2 jeunes filles sont devenues le centre de gravité de Laetitia, son ancrage et sa boussole émotionnelle. Mais malgré cette nouvelle routine à Los Angeles, la France la rappelle. Depuis la fin de 2024, Laetitia passe de plus en plus de temps en Charente-Maritime, sur la côte atlantique. Cette région, autrefois étrangère, est devenue son second refuge, en grande partie grâce à sa relation avec Frédéric Suhan, un homme d'affaires et restaurateur de 45 ans, connu pour avoir transformé d'anciennes propriétés côtières en établissements haut de gamme. Ils se sont rencontrés en septembre 2024, à Paris, par des amis communs. Ce qui n'était au départ que quelques dîners amicaux s'est rapidement mué en véritable relation. En quelques mois, ils partagent des vacances à Méribel, célèbrent le Nouvel An dans un chalet de luxe et organisent des repas familiaux en Provence. Pour son 50e anniversaire, Laetitia invite Frédéric à l'accompagner lors de son pèlerinage annuel à Saint-Barthélemy, où repose Johnny Hallyday. Un geste hautement symbolique, qu'elle n'avait jamais accordé à ses anciens compagnons. Une photo d'eux, agenouillés main dans la main devant la tombe, a circulé discrètement parmi les fans, suscitant des murmures. Aurait-elle enfin trouvé la paix? Aujourd'hui, le couple partage son temps entre l'hôtel-boutique de Frédéric, Emen, et son nouveau projet, la transformation de l'historique hôtel de la plage en un complexe 5 étoiles au bord de l'Atlantique.
L'établissement, situé en front de mer, se distingue par ses murs de verre du sol au plafond, sa piscine à débordement qui se fond dans l'horizon et ses intérieurs mêlant minimalisme scandinave et héritage basque. C'est là que l'on a aperçu Laetitia flânant sur les marchés locaux, dégustant des huîtres au port de Royanne ou se promenant à vélo. Chapeau de paille vissé sur la tête, les paparazzis loin derrière. « Je ne fais que passer », a-t-elle confié aux Parisiens dans une brève interview en 2025, minimisant les rumeurs. Mais les proches du couple affirment le contraire. Elle songe à s'installer, à investir, révèle une source. Pour la première fois depuis longtemps, elle regarde vers l'avenir, pas vers le passé. Et cette possibilité n'est pas que sentimentale, elle est aussi financière. Le trust Laetitia Marie Smet, qu'elle a créé en 2014, gérait à l'origine les droits d'auteur, royalties et biens immobiliers liés à Johnny. En 2018, ses actifs immobiliers s'élevaient à plus de 28 millions d'euros, répartis entre Paris, la Californie et Saint-Barthélemy. Depuis, une grande partie a été vendue, parfois perdue, parfois sacrifiée pour rembourser les dettes. Mais la structure du fonds LMS demeure et selon plusieurs analystes, elle conserve encore une valeur suffisante pour soutenir de nouveaux projets. L'hôtellerie pourrait bien être sa prochaine aventure. Des amis affirment qu'elle assiste discrètement à des réunions professionnelles, qu'elle conseille sur le branding et qu'elle participe à la conception du futur hôtel de Frédéric, mêlant son œil pour la mode à une esthétique côtière raffinée. Si elle décidait d'y investir officiellement, elle ne serait plus seulement la veuve de Johnny Hallyday. Elle deviendrait Laetitia Smet, femme d'affaires, partenaire et créatrice de sa propre légende. Laetitia reste également très engagée dans l'humanitaire. Sa fondation, La Bonne Étoile, qui soutient les enfants défavorisés, poursuit ses activités après la pandémie. Si certains ont jadis critiqué son train de vie déconnecté, elle s'efforce aujourd'hui de redéfinir son image, celle d'une femme qui agit, pas seulement d'une célébrité. Dans ses interviews, elle le rappelle souvent. « Je n'ai pas seulement hérité de son nom, j'ai hérité de ses dettes, de ses fardeaux et du devoir de protéger son héritage. » Elle partage aussi des publications sur le deuil, la maternité et la santé mentale. Des thèmes rarement abordés par les stars françaises. Ce discours sincère lui a permis de regagner la sympathie du public, notamment des jeunes femmes traversant des épreuves similaires. Et si Laetitia Hallyday a mis de côté le faste, son élégance demeure intacte. Son style, désormais plus sobre, reflète une maturité assumée. Des silhouettes minimalistes, des tons terreux, des accessoires vintage et des coupes fluides. Plus qu'une image, c'est une déclaration, celle d'une femme qui a tout perdu, mais qui a choisi de se réinventer avec grâce. Elle reste l'une des favorites de Chloé, Isabelle Marant et Dior, des marques qui incarnent parfaitement ce mélange de luxe bohème et de féminité raffinée qui la définit. En 2024, elle est apparue dans une campagne digitale pour la ligne Étoile d'Isabelle Marant, vêtue de mailles en cachemire oversize et de bottes en daim. Une image parfaite de l'art de vivre côtier, simple et élégant. Bien qu'elle ne soit pas une habituée des podiums, Laetitia est régulièrement invitée à des présentations privées et collabore en coulisses sur des collections capsules, apportant son œil expert sur les textiles et les coupes, notamment pour les lignes de prêt-à-porter destinées aux femmes de plus de 40 ans. À Saint-Barthélemy, où elle se rend chaque année sur la tombe de Johnny, elle est une figure familière de boutiques locales telles que le T Saint-Barth, Calypso Saint-Barth ou Poupette, des adresses mêlant esprit balnéaire et haute couture européenne. On l'y aperçoit souvent vêtue de caftans en lin, de chapeaux de paille tressés et de lunettes vintage, privilégiant toujours le confort sans jamais renoncer à l'esthétique. À Paris, elle fréquente les salons discrets de l'avenue Montaigne, notamment ceux de Maison Alaya et Céline, réputés pour leur artisanat soigné et leur sophistication silencieuse. Côté accessoires, la sobriété est de mise. Un bracelet porte-bonheur Van Cleef & Arpels, offert par Johnny,
ne quitte presque jamais son poignet, tandis que son sac Kelly d'Hermès, hérité de sa grand-mère, est devenu une pièce emblématique de ses séjours en France. Quant au transport, l'époque des voitures de collection et des Harley-Davidson est révolue. Après avoir vendu plusieurs véhicules iconiques de Johnny, dont sa Harley-Davidson Softail Deluxe et sa Chevrolet Corvette Stingray, Laetitia n'a conservé que quelques pièces sentimentales. La plus précieuse, une Mercedes 280 SL cabriolet blanche de 1981, identique à celle qu'il conduisait sur la Pacific Coast Highway lors de leurs premières années à Los Angeles. Restaurée avec soin, elle repose aujourd'hui dans un garage de Saint-Barth et n'est sortie que pour de rares escapades. En Californie, elle conduit une Tesla Model X, symbole de son mode de vie plus durable et tourné vers l'avenir. Ce SUV électrique correspond parfaitement à ses besoins, spacieux pour ses filles et leurs bagages, mais suffisamment élégant pour correspondre à son image. On la croise souvent rechargeant sa voiture au Brentwood Country Mart ou arrivant sans bruit à des événements caritatifs à Santa Monica. Ses jours de Bentley avec chauffeur et de Rolls-Royce sur tapis rouge sont derrière elle, mais ne vous y trompez pas. L'univers de Laetitia reste celui du goût sûr, du luxe conscient et d'un glamour discret, celui qui se murmure au lieu de se montrer. Son véritable fil de survie en 2025. La musique de Johnny. En juin 2025, après des années de litige, Laetitia a enfin récupéré l'intégralité des revenus liés aux droits d'auteur. À partir de 2026, elle devra s'acquitter d'environ 1 million d'euros d'impôts par an sur ses royalties, mais les recettes attendues dépassent largement cette somme. Johnny demeure l'un des artistes posthumes les plus vendus, rivalisant même avec Freddie Mercury en France. Sa succession continue de générer des millions grâce au streaming, au merchandising, aux licences et aux rééditions. Ainsi, même si elle n'est plus la reine des tapis rouges, Laetitia reste une femme fortunée, mais qui règle désormais ses factures avec des guitares vintage et des publications empreintes d'émotion sur Instagram. En public, elle reste la veuve. En privé, elle est avant tout maman. Sa relation avec Jade et Joy constitue le socle le plus solide de sa vie. « Elles m'ont sauvé », a-t-elle confié. « Quand j'étais perdue, elles m'ont donné une raison de me lever, de continuer à me battre. » Dans les interviews comme sur les réseaux sociaux, ces filles occupent souvent le devant de la scène, qu'elles dansent à Coachella, étudient en Californie ou se détendent à Saint-Barth. Elles ont grandi sous les projecteurs, mais tracent désormais leur propre chemin. La vie de Laetitia Hallyday en 2025 n'est plus celle de l'excès, mais celle de la transformation. Elle a vendu les demeures, surmonté les procès, affronté la ruine et la douleur. Ce qui subsiste aujourd'hui, c'est une femme qui a appris à vivre avec moins, sans jamais renoncer à son élégance ni à son identité. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce le grand retour d'une battante ou le dernier chapitre d'une légende qui s'efface? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas d'aimer et de partager si cette histoire vous a touché.